Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus assister à cette présentation sur l'impact du risque de transition climatique d'un assureur vie dans l'ORSA. Donc, pour toute question ou besoin d'éclaircissement, vous pouvez les poser dans la conversation dédiée et j'y répondrai en fin de présentation. Donc, je vais commencer par vous présenter les principales étapes que nous allons aborder. Donc, tout d'abord, je vais introduire sur le contexte réglementaire et les enjeux. Il s'agira ensuite de pouvoir proposer une nouvelle approche à travers l'outil ORSA pour pouvoir pallier aux problématiques induites par la modélisation climatique de long terme. Ensuite, j'aborderai la segmentation de portefeuille action, qui est une classe d'actifs qui est davantage exposée au risque de transition. Et alors, nous avons tous les ingrédients pour pouvoir appliquer les scénarios de stress test climatique au processus ORSA présenté. Et donc, dans une cinquième partie, après avoir analysé les impacts, une action de management sera mise en place à travers une stratégie d'allocation dynamique. Et donc, pour terminer, nous pourrons tirer quelques conclusions de l'étude. Donc, le contexte, c'est que face à l'augmentation de la température mondiale, les assureurs sont de plus en plus exposés aux risques climatiques. Et donc, dans ce contexte, on a une réglementation qui évolue ces dernières années, et notamment à travers la réglementation SFDR et la classification des activités à travers la réglementation taxonomie. Mais en fait, c'est plus particulièrement sous solvabilité 2, puisque le 2 août 2022, la prise en compte des risques en matière de durabilité est intégrée dans le système de gouvernance et dans le pilier 2, dans l'ORSA. Alors, l'évaluation de l'impact de ces scénarios, de ce risque de durabilité, va s'effectuer à travers des scénarios climatiques qui sont alors des véritables outils pour mesurer la matérialité des risques. Alors, pourquoi ces évolutions? En fait, l'objectif, c'est de pouvoir inciter les assureurs à s'interroger sur leurs expositions et à pouvoir anticiper les impacts dans leur stratégie de gestion des risques. Sauf que quelques difficultés sont néanmoins à relever. En fait, la prise en compte des aléas climatiques, elle va être complexe à implémenter pour l'assureur. Du fait que le calcul soit prospectif, il va demander une adaptation qui va être assez conséquente des modèles et sur un horizon long terme, ce qui peut être difficile à mettre en place. Alors, quelques outils sont quand même mis à disposition, tels que l'EIOPA, qui fournit en août 2022 un guide d'application au changement climatique. Et on a également l'ACPR qui a mené 2 exercices de stress test, dont le dernier était en 2023, et qui va fournir des hypothèses macroéconomiques. Mais on va s'intéresser, nous, à l'étude du risque de transition. Donc, qu'est-ce que c'est le risque de transition? En fait, ce risque, il va faire référence aux conséquences financières d'une transition vers une économie qui va être bas carbone. Alors, ça peut être généré par des nouvelles politiques gouvernementales et une nouvelle réglementation, par exemple, ou sinon des innovations technologiques. Mais alors, quel impact pour l'assureur? En fait, le risque de transition, il peut donc avoir des conséquences sur les organismes du fait du risque de la diminution de la valeur des actifs qu'ils vont détenir et dont les activités sont considérées comme polluantes ou non compatibles avec la transition écologique. Et donc, une problématique qui en découle est de pouvoir anticiper les conséquences de cette transition climatique sur la solvabilité de l'assureur en anticipant ses impacts. Donc, l'enjeu de cette présentation est de pouvoir proposer une démarche, donc à travers l'outil de l'ORSA, pour pouvoir intégrer le risque de durabilité dans la dimension prudentielle et de long terme, et en utilisant les hypothèses de l'exercice du pilote climatique. Ensuite, il s'agira de pouvoir proposer une segmentation du portefeuille qui sont des actifs qui sont davantage exposés au risque de transition et de pouvoir calibrer 3 niveaux d'exposition pour pouvoir déterminer des projections qui sont stochastiques et déterministes par la suite. Et puis, le dernier enjeu, ça sera de pouvoir déterminer des actions de management qui vont être des mesures correctrices pour pouvoir atténuer cette exposition de l'assureur à ces risques de transition climatique. Alors, la démarche, je présenterai tout d'abord le bilan et la situation de l'assureur fin 2022. Ensuite, ce sont des scénarios climatiques qui sont des véritables outils de mesure de la matérialité des risques qui vont être appliqués à notre assureur et donc je vais les illustrer.
Et ensuite, il s'agira, dans la dernière partie de cette deuxième chapitre, je présenterai la démarche ORSA qui permettra de faire une modélisation de long terme. Donc, sur notre situation d'assureur, on est sur un bilan qui est construit sur la base d'une structure moyenne d'une société d'assurance vie qui est fictive, et j'insiste sur ce point. Et on est sur un périmètre donc, de l'épargne. Et le fait que le fonds euro soit un capital garanti, on va simplement s'intéresser à celui-ci. Si on regarde le passif, on est sur un taux de TMG moyen à 0,78%. Et du fait d'un contexte de taux bas qui a été persistant ces dernières années, on a 97% de notre PM qui va être à TMG 0. Si on regarde le passif, sur l'actif, pardon, on va avoir une répartition classique de la valeur de marché avec une hausse des taux qui a conduit les obligations fin 2022 à être en situation de moins-value. Si on regarde d'un point de vue réglementaire, à gauche, je présente le bilan S2 et à droite, on voit que le ratio de couverture est à 200%. Le graphique présente aussi la contribution des sous-modules du SR de marché et on voit bien que le SR action a une influence qui est assez dominante sur le SR de marché et donc sur le SR total. Donc à la fin, en avant-dernière partie de cette présentation, quand on va vouloir analyser nos résultats, on se concentrera principalement sur ces indicateurs. Alors, les scénarios climatiques qu'on va appliquer à notre situation de l'assureur, ils ont pour objectif de pouvoir atteindre une augmentation qui va être inférieure à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Et donc, on va avoir 3 scénarios. Donc, le premier, c'est un scénario de référence. Donc, dans celui-ci, il n'y a aucune action politique qui a été mise en place depuis aujourd'hui. Et donc, de ce fait, le prix du carbone n'a pas d'augmentation. Par contre, on va avoir deux autres scénarios adverses, dont l'un qu'on appelle le below 2 degree. Donc, celui-ci, il va avoir à partir de 2025 une augmentation progressive du prix du carbone. Et donc, ce scénario va être caractérisé comme ayant une transition qui est ordonnée et graduelle à partir de 2025. On a un scénario qui est beaucoup plus adverse, qui est celui du delayed transition. Alors celui-ci, il va avoir une prise de conscience tardive, puisque cette prise de conscience va se faire en 2035. Et du fait qu'elle soit tardive, il va falloir rattraper et pour pouvoir atteindre nos ambitions climatiques. Et donc le prix du carbone va augmenter de manière assez brutale, comme on le voit sur le graphique de droite en orange. Et donc, on va caractériser ce scénario climatique adverse comme ayant une transition qui est désordonnée et abrupte vers une économie bas carbone à partir de 2035. Alors, ces scénarios climatiques, on va les appliquer à notre assureur et à l'aide d'un outil qui est l'ORSA. Donc, il faut savoir que l'ORSA, habituellement, c'est un outil qu'on va utiliser sur un horizon de projection de 3 à 5 ans. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le risque climatique, il demande de faire une modélisation de long terme. Et donc, on va devoir adapter cet outil à un horizon 2050. Donc, pour cela, on propose une démarche qui est en 3 étapes et où on va appliquer à chaque fois chaque scénario climatique. Donc, la première étape, donc ici, il s'agit de pouvoir implémenter les hypothèses de l'exercice pilote climatique de la CPR pour prendre en compte différents environnements économiques liés au scénario. On va notamment, sur le portefeuille action, le segmenter pour pouvoir calibrer 3 niveaux d'exposition climatique. Une fois calibré, on va pouvoir appliquer les hypothèses ACPR, donc des courbes des taux, des actions et des prix immobiliers, que l'on va croiser avec notre situation initiale de l'assureur. On va ensuite utiliser un modèle ALM qui va être un modèle multidéterministe pour pouvoir obtenir des projections au monde réel jusqu'à l'horizon 2050. Alors, cette étape, elle permet de pouvoir prendre en compte les évolutions réglementaires et économiques à la situation de l'assureur jusqu'en 2050. Et l'horizon long terme a induit de pouvoir adapter notre modèle ALM multidéterministe de manière assez conséquente. Ici, on va faire deux grosses hypothèses. La première, c'est qu'on va considérer que la collecte nette, elle est nulle. Pourquoi? Donc, le but étant de pouvoir figer le passif pour pouvoir mieux capter par la suite les variations à l'actif. On fait une deuxième grosse hypothèse et que l'allocation va être statique sur tout l'horizon de projection.
Sur l'étape 2, ici, on va d'abord procéder à un calibrage de nos actions pour pouvoir ensuite utiliser le générateur de scénarios économiques afin de projeter de manière stochastique les trajectoires des comportements futurs de nos actifs et tout ça en univers risque-neutre. Et puis ensuite, dans l'étape 3, on va pouvoir évaluer les scénarios de transition climatique, mais d'un point de vue réglementaire avec les indicateurs S2. Donc, on va récupérer nos hypothèses de l'étape 1, donc de notre assureur en monde réel sur le pas de temps 2022, enfin entre 2022 et 2050 d'un pas de temps de 5 ans et également nos sorties des projections de nos actifs en univers risque neutre. On va pouvoir ensuite faire tourner ça dans un modèle ALM qui est stochastique et analyser nos indicateurs S2, toujours en les comparant à un scénario de référence qui a été présenté tout à l'heure. Donc, dans cette nouvelle partie, je vais donner un peu plus de précision sur la méthodologie de segmentation des actions à travers la création de 3 classes, donc brune, neutre et verte. Et puis ensuite, on va procéder à une analyse des trajectoires climatiques de nos classes actions. Et on pourra déterminer une nouvelle situation initiale fin 2022, ainsi que des hypothèses monde réel. Alors, notre création des classes d'action brunes et neutres. Ici, l'objectif, c'est de pouvoir segmenter l'indice de marché du CAC 40 à une maille entreprise. Donc, on va pour cela utiliser des critères de durabilité qui vont être le score ESG, qui a été noté via Sustainalytics, la classification des émissions CO2, ainsi que le secteur CONNES. Donc, on va construire 2 poches. Donc, la première, c'est de type brun. Donc, celle-ci, on veut que son risque d'exposition soit élevé de devenir des actifs échoués. Qu'est-ce que les actifs échoués? Ce sont des actifs qui, du fait d'une augmentation, par exemple ici, du prix du carbone ou d'un changement des humeurs de marché ou autre, la valeur des prix de ces actions vont chuter et ils vont devenir échoués. Ensuite, on va choisir des entreprises qui vont avoir des activités dans des secteurs qui sont considérés comme nuisibles pour l'environnement. Donc, par exemple, on va prendre des secteurs CONNAS qui ont été identifiés sensibles ou d'intérêt. On va prendre aussi des entreprises qui ont eu sur le périmètre du scope 1 et 2 en 2022 des émissions de CO2 qui sont supérieures à 1 million. Et on va également prendre un score ESG moyen ou élevé. Concernant la classe d'action type neutre, ici, on veut qu'elle soit peu sensible à la transition, mais elle n'a pas pour autant forcément d'activités qui vont être favorables pour le climat. Donc, on choisit de prendre des secteurs comme NES qui sont peu sensibles. On va prendre une classification d'émissions de CO2 A ou B, donc c'est-à-dire nettement moins que la poche brune, et avec un score ESG qui va être faible ou négligeable. Pour la classe d'action verte, ça sera un peu plus particulier puisqu'on va choisir des entreprises qui ont une part dominante dans des fonds labellisés Greenfin et classifiés article 9 de la réglementation SFDR, de façon à pouvoir intégrer un peu de réglementation. On s'est ensuite assuré, bien évidemment, que le score ESG était faible ou négligeable et que la classification d'émissions de CO2 ne soit pas importante, donc par exemple comme le risque neutre. La classe d'action nette, pardon, excusez-moi. Donc, cette classe, elle a pour but d'orienter l'assureur vers des investissements plus vertueux pour qu'il puisse investir dans la transition écologique. Pour donner une idée, le plan d'action pour le financement de la transition écologique, publié par l'IFD en juin 2023, estime que les besoins supplémentaires en capitaux sont de l'ordre de 30 milliards à 65 milliards. Donc, cette classe sera particulièrement influente dans la partie 4 de notre présentation. Donc, une fois que nous avons construit nos poches, on va utiliser un outil qui est l'outil PACTA. Donc, cet outil, c'est un outil qui a été suggéré par l'EIOPA pour pouvoir mesurer l'exposition et l'alignement des 3 portefeuilles par secteur et technologie, et on les compare au scénario Net Zéro 2050. Donc, il faut savoir que cet outil qu'on choisit, c'est un outil qui est complémentaire à la première approche. Et dans le cadre de notre étude, il est utilisé pour pouvoir s'assurer de la cohérence de la démarche et dans l'objectif de pouvoir valider l'approche. Donc,
Qu'est-ce que fait cet outil? En fait, cet outil, il va procéder à une analyse des portefeuilles suivant 8 secteurs qui sont considérés comme les plus impactants pour le climat ou des secteurs pertinents. Donc, pour ce faire, il va avoir un mix sectoriel des entreprises qui composent chaque poche. Et comme on peut voir sur le graphique, on va avoir 60% des entreprises qui opèrent dans des secteurs à impact pour le climat. Et on voit que les combustibles fossiles représentent 42% et sont responsables à 52% des émissions de CO2 du portefeuille brun. Donc, plus globalement, on voit que les secteurs qui sont pertinents sont responsables à 80% des émissions de CO2 de la poche brune. Si on s'intéresse à la poche Action verte, alors ici, on voit que c'est seul le secteur de l'énergie qui est identifié et considéré comme pertinent pour le climat. Donc, ce n'est pas incohérent, puisqu'en fait, les entreprises qui composent cette poche vont proposer des solutions technologiques et de développement durable opérant dans des secteurs favorables pour le climat. Donc, par contre, on voit que la poche neutre, elles sont confirmées un caractère qui va être plutôt résilient, puisque, étant donné qu'elle est composée que de secteurs comme, par exemple, les services ou l'informatique, l'outil couvre moins de 0,1% du portefeuille. Et donc, on a, grâce à l'outil, l'intensité actuelle des émissions des entreprises du portefeuille comme point de départ et ils vont montrer ça devrait évoluer pour les 5 prochaines années sur la base des plans des entreprises et ce qui serait attendu par rapport au scénario NZ2. Donc, on voit que les graphiques, donc en fonction des secteurs de la poche brune, euh, on va voir que finalement, ils sont très loin de s'aligner sur les scénarios du NGFS, donc celui du Net Zéro 2050, à horizon 2026, afin de pouvoir atteindre des émissions de CO2 et une augmentation de la température inférieure à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, 2050. En revanche, quand on regarde la poche verte, on voit que finalement, on va avoir une trajectoire qui va drastiquement diminuer donc, des émissions de CO2 pour converger vers ce scénario-là. Donc, on peut conclure que finalement, la méthodologie d'intégration des critères de durabilité, tels que intégrer les secteurs connexes, l'ESG, la réglementation SFDR, la taxonomie, les labels, et ben finalement, on arrive à être en cohérence avec l'outil PACTA. On a bien une poche brune qui va être éloignée de l'ambition des accords de Paris et qui se retrouve alors fortement exposée. Et puis, on va avoir aussi une poche neutre qui semble peu sensible, puisque finalement, il n'y a aucun secteur qui a été identifié comme pertinent. Et une poche verte, par contre, qui est composée essentiellement d'entreprises innovantes climatiquement. Et donc, on a des plans de production qui favorisent une industrie verte et décarbonée. Si on regarde la nouvelle situation initiale fin 2022, avec le portefeuille action qui est segmenté en brun, neutre, vert, on voit également les taux de plus-value associés à ces 3 poches. Donc maintenant, je vais pouvoir appliquer justement les scénarios de stress test climatique dans l'ORSA et à nos poches. Donc il s'agit ici, pardon, de pouvoir implémenter les hypothèses de la CPR, comme j'ai dit tout à l'heure, et les croiser avec cette situation initiale en 2022 de l'assureur. Donc d'abord, les hypothèses à l'actif de la CPR. Donc plus spécifiquement, ça concerne 3 types d'actions. Et il s'agit alors de pouvoir procéder à un calibrage sur l'évolution de leur prix en fonction des divers scénarios. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va récupérer les prix qui sont propres à chaque entreprise en fonction de leur secteur d'activité, qu'on va pondérer par rapport à la part d'allocation qu'ils ont dans chaque poche. Donc, on voit qu'on a 2 graphiques ci-dessous qui vont illustrer l'évolution des prix pour les 2 scénarios. Donc, à gauche, on voit le scénario Delayed Transition. On voit que la poche brune, par exemple, va subir une très hausse de son cours puisqu'elle va superformer même le scénario de référence. Par contre, en 2035, elle va subir un choc drastique de son cours jusqu'en 2040 où elle va avoir une nouvelle hausse de son cours. On considère ici que les entreprises se sont adaptées aux nouvelles réglementations et incitations climatiques. Si on regarde le scénario below, to degree, on voit que pour l'action brune, on va avoir
effectivement une baisse de son cours, mais qui va être moins importante que le scénario le plus adverse à gauche. On voit que l'action neutre, elle va confirmer son caractère résilient, puisque finalement, elle va être très très proche du scénario de référence, voire presque confondue. Et si on regarde le scénario, enfin la poche verte, on voit que cette poche va subir une légère hausse de son cours à partir de 2035, 2037 pour le scénario Daily Transition et pour le scénario Below 2025. Cette hausse, elle va être quand même atténuée du fait qu'on suppose qu'il va y avoir un phénomène de contagion du marché. Et donc maintenant qu'on a toutes nos hypothèses, on peut projeter un univers multidéterministe et on se retrouve avec la nouvelle situation initiale de l'assureur, mais entre les dates 2022 et 2050, d'un pas de 5 ans, et qui va prendre en compte ce contexte économique et réglementaire climatique à ces dates-là. Donc, je rappelle qu'on avait figé le passif, et donc de ce fait, le fait qu'aussi on ait une allocation qui soit statique, on va sur tout l'horizon de projection, pouvoir prendre les taux de plus ou moins-value comme indicateur de variabilité de nos actifs en fonction de nos scénarios climatiques. Alors, donc, on voit ici que le scénario Daily Transition qui engendre une transition en 2035, du fait que l'action brune qui a une part assez importante dans de notre poche action globale, va être favorisée par ces prix qui sont en hausse jusqu'en 2035 et donc va favoriser la poche action tout simplement. Par contre, on voit qu'on a une baisse drastique du taux de plus-value en 2040 comparé à un scénario Below qui, lui, finalement, va subir une baisse, une diminution, mais beaucoup moins importante de ces taux de plus-value tout au long de l'horizon de projection par rapport au scénario de référence qui est en bleu. Donc, on voit que finalement, on a une forte influence sur les trois poches actions, on a une forte influence du comportement du cours de l'action brune et qu'on a une action verte qui finalement est peu significative au vu de l'investissement de l'assureur dans cette poche. Si on regarde un peu de manière plus globale, on a un fonds euro qui va être quand même fortement influencé par les obligations. Et les obligations sont fortement influencées par les hypothèses de courbe des taux. On voit également que du coup, elles passent en plus-value les obligations à partir de 2035 avec, dans le scénario de Daily Transition, des taux de plus-value assez moins importants avant 2050. On voit que sur le fonds en euros, finalement, on sent l'impact en fait de l'action brune, puisque en 2040, on se retrouve avec une baisse importante comparée au scénario de référence qui est en bleu de notre scénario de transition, avec une légère baisse de notre scénario Below. Dans notre étape 2, on peut maintenant, il s'agit de pouvoir projeter le comportement des actifs en univers risque neutre. Et pour ça, on a effectué un premier traitement. Et donc, c'est la création de 3 indices de référence qui vont être propres à chaque courbe, chaque poche, pardon. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer, on va faire un calibrage des indices de volatilité implicites, mais unique et propre à chaque action, pour pouvoir ensuite générer les trajectoires stochastiques en univers de risque neutre. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a récupéré les volatilités implicites qui sont propres à chaque entreprise qui compose les poches. Et donc, on s'est aidé de l'extraction via Bloomberg. Ensuite, pour chaque volatilité implicite des entreprises, on va les transformer en prix. Et en fonction de la pondération de ces entreprises dans chaque poche, on va agréger ces prix pour en avoir un unique par poche. Ensuite, on va s'aider de l'algorithme de Newton-Raphson pour pouvoir à nouveau retransformer nos indices de prix en indices de volatilité implicite. À droite, on compare ici le graphique. Dans ce graphique, les volatilités du brun neutre et vert par rapport à l'Eurostoxx 50 et le CAC 40. Donc, on observe en général sur les 3 nouveaux indices une volatilité qui va être plus importante et notamment pour l'action verte qui voit sa volatilité doubler.
Pourquoi? Alors, pour l'action brune et neutre, du fait qu'en fait, on avait récupéré des entreprises de l'indice du CAC 40, on se retrouve avec moins d'entreprises dans nos indices et donc un risque qui est moins diversifié et beaucoup plus de volatilité. Pour l'action verte, il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer cette volatilité plus élevée. Le premier serait peut-être lié à une sensibilité qui a été marquée au changement politique environnemental, aux innovations technologiques également, et à une perception générale du marché dans un contexte où le débat quand même sur le changement climatique est assez omniprésent ces dernières années. Donc maintenant, nous avons toutes nos hypothèses nécessaires sur l'horizon 2050 et d'un pas de temps de 5 ans. Donc, on récupère les outputs de l'étape 1, donc, c'est-à-dire nos hypothèses de l'assureur croisées à notre environnement économique, donc nos hypothèses monde réel. On récupère nos projections de nos comportements de nos actifs en univers risque neutre de l'étape 2. Et on va pouvoir, après, en faisant tourner notre ALM stochastique, conformément à la réglementation S2, analyser les impacts S2. Et on va comparer à chaque fois au scénario de référence. Alors ici, on présente le SCR action et le CR de taux. Donc on voit bien que pour donc ces SCR, à chaque fois, on va les comparer au SCR du scénario de référence. Donc on va à chaque fois regarder l'écart entre celui de l'action below ou du daily transition par rapport au scénario de référence où aucune action politique a été mise en œuvre. Donc c'est comme si on était jusqu'en 2050 dans un contexte économique et politique comme aujourd'hui. Et donc, on voit que pour le SR Action, dans le scénario Below, on a une faible augmentation donc, qui est entre 0,3% et 1,4%. Alors, et pour le SR de taux, on voit qu'il y a, pareil, une augmentation, mais qui n'est pas excessive si on regarde par rapport au scénario Delayed Transition. On voit que finalement, il va avoir un meilleur SCR sur les premières années de projection, donc en 2025 et en 2030, et même en 2035 où il n'a pas encore subi les impacts, du fait que les actions vont superformer sur la poche brune. Et on voit que lorsque il va avoir ce choc politique en 2035, c'est en 2040 qu'il va subir une augmentation de son SR action de l'ordre de 7,5%, qui va quand même tendre à diminuer jusqu'en 2050. De même pour le SR de taux, puisque cette augmentation va atteindre les 10% d'augmentation par rapport au scénario de référence. Si on regarde d'un point de vue ratio de solvabilité, et plus spécifiquement le ratio vif sur SCR, pardon, on voit que pour le scénario below, on va avoir une diminution du ratio, mais qui va être de l'ordre de moins 2%, puis moins 3% par rapport au scénario de référence. Par contre, on voit que, encore une nouvelle fois, le scénario de Delivery Transition, qui est plus adverse, va subir un peu plus d'impact parce que bien que son ratio soit meilleur en 2025 et en 2030, on voit qu'il a une nette chute à moins 19%. En 2040, qui va quand même diminuer, mais sera bien plus important que le scénario Below. Je n'ai pas intégré les fonds propres ici, mais c'était de manière bien plus colossale. C'était de l'ordre de moins 29% si j'intégrais les fonds propres également. Et donc, on voit que finalement, notre assureur, il va être exposé au scénario Daily Transition et il va falloir alors mettre en place des actions de management pour pouvoir atténuer son exposition au risque climatique. Et donc, c'est tout l'objet de notre cinquième partie qui va proposer une stratégie d'allocation dynamique comme action de management à travers des nouvelles hypothèses en allocation dynamique et une analyse à nouveau de nos résultats en univers risque neutre sous S2. Alors ici, l'objectif de cette partie, c'est de pouvoir réduire les risques en diminuant l'effet qu'a eu l'action brune sur la diminution de son cours sur l'assureur. Alors, on voit que pour le brun, la stratégie qui a été mise en place, c'est de pouvoir faire une baisse qui est progressive jusqu'en 2025, avec en 2030 et 2035 un moyen de pouvoir bénéficier des plus-values et des rendements onéreux. À partir de 2035, il va avoir un désinvestissement accéléré de cette poche.
Et à côté de ça, on va voir que le neutre, on voit bien que le neutre et le vert ont un effet coussin, particulièrement le neutre, entre 2025 et 2030, puisqu'il va récupérer le désinvestissement du brun. Et ben, l'assureur va plus investir à l'inverse dans le neutre. On voit qu'investir dans le vert dès 2025 va pouvoir permettre de profiter aussi des achats des prix avantageux, de pouvoir optimiser éventuellement la plus-value à partir de 2040 et aussi le but c'est de pouvoir engager l'assureur à financer la transition écologique. Et donc on voit qu'on va avoir une augmentation de l'investissement vert et de manière plus importante au fur et à mesure des années. Et donc, si on regarde nos indicateurs S2, nos résultats, donc je présente ici dans le graphique à gauche le SR action du scénario de Daily Transition en allocation dynamique en haut et en bas en allocation statique. On voit qu'on était sur une allocation statique avec une augmentation du SR action de plus de 7,5%. Et finalement, grâce à notre action de management, avec notre nouvelle stratégie d'allocation, on va faire diminuer notre RCR pour atteindre 2,43%, bien qu'il soit quand même toujours plus important que le scénario de référence. En revanche, on voit que à long terme, on va avoir un SR action qui va être plus important, qui va être plus petit que le scénario de référence. On voit qu'on a fait diminuer aussi notre ratio vif sur SCR, qui était à moins 19% en 2040, passe à moins 5%. Et on voit qu'à long terme, pareil, on va avoir un ratio de vif sur SCR qui va être mieux, puisqu'il augmente de 2% avec cette stratégie d'allocation dynamique comparée au scénario de référence. Donc, on voit que l'assureur est moins exposé au risque de transition et on voit qu'investir à 10% dans le vert va avantager à long terme l'assureur. Et donc, nous pouvons tirer quelques apports de cette étude. Donc, si je refais un peu l'histoire, donc en point de départ, on avait une réglementation qui évoluait pour pouvoir inciter les assureurs à intégrer la durabilité dans sa gestion des risques. Et donc, on a vu aussi que c'est une adaptation qui pouvait être complexe et coûteuse et qui implique aussi de pouvoir maîtriser des hypothèses macroéconomiques, climatiques et de long terme. Une adaptation conséquente des modèles. Donc, ce qui a été fait, c'est de pouvoir, à travers un processus d'intégration en 3 étapes, intégrer les scénarios climatiques dans un outil ORSA. Donc, on a calibré 3 niveaux d'exposition du portefeuille action. Et donc, pour cela, on a utilisé des critères de durabilité tels que l'ESG, la réglementation SFDR, les labels, et on a confirmé notre démarche en utilisant l'outil PACTA. Ensuite, on a pu utiliser, pour pallier la difficulté de pouvoir maîtriser les hypothèses macroéconomiques de long terme, on a utilisé les hypothèses de la CPR et qu'on a projeté en univers multidéterministe. Et on a également calibré des volatilités implicites pour pouvoir projeter nos actions dans un univers risque neutre en stochastique. Ensuite, on a pu analyser des impacts sur la solvabilité de l'assureur et puis on a vu que finalement notre assureur était fortement exposé au risque de transition dans le scénario Delayed Transition. On a anticipé puisqu'on a voulu mettre en place des actions de management pour pouvoir corriger cette exposition et on voit que la stratégie de désinvestissement des actions exposées au risque de transition climatique finalement est gagnante puisque dans cette nouvelle évaluation, on a une exposition des actions qui est divisée par 3 avec un investissement dans le vert à long terme qui va même éliminer le risque à l'action. Alors, je tiens quand même à dire que cette étude a des limites et qu'on pourrait l'améliorer, puisque la stratégie d'allocation dynamique, elle illustre des résultats qui sont encourageants, mais il faut savoir que on connaît le contexte économique et réglementaire jusqu'en 2050, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'objectif. Ensuite, on a aussi supposé que la collecte nette était nulle, et ce qui n'est pas forcément représentatif du marché.
Et donc, pour aller plus loin, on aurait pu définir des scénarios de transition qui sont plus adaptés au profil de risque de l'assureur. On aurait pu compléter l'ORSA en exprimant le besoin global de solvabilité et l'écart et l'éloignement des scénarios par rapport au profil de risque de l'assureur. On aurait pu également intégrer des hypothèses sectorielles de spread de crédit et de souverain au portefeuille obligataire. Et enfin, on aurait pu intégrer des hypothèses au passif pour pouvoir mettre en interaction le risque physique et le risque de transition, ainsi que la double matérialité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je reste à votre disposition pour pouvoir répondre à vos éventuelles questions. Alors, j'ai une question. Concernant la création des classes d'actions brunes et neutres, il est notoire que les notations ESG sont extrêmement dépendantes du fournisseur et que la même notation E n'est pas nécessaire corrélée aux émissions. Comment pallier à cette difficulté? Alors aujourd'hui, moi j'ai pris la notation ESG de Sustainalytics qui est quand même assez renommée et qui est donnée par la plateforme Boursorama. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation qui va imposer une méthodologie fixe de la notation ESG. En revanche, c'est pour ça que j'ai complété mon étude en intégrant des critères de durabilité tels que tout simplement les émissions de CO2 et tels que aussi la labellisation. Par exemple, pour les classes vertes, où j'ai intégré le label Greenfin et la réglementation SFDR avec l'article 9. Et on voit aussi que la réglementation, petit à petit, tend à un peu sévir les règles, puisque la réglementation SFDR, on a demandé de reclasser les fonds qui étaient en article 9, et il y en a pas mal qui sont tombés et passés en article 8. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la réglementation pour la notation ESG va petit à petit un peu plus aiguiller les méthodologies pour qu'elles soient un peu plus exhaustives. Dans le scénario bayésien, on fait l'hypothèse que les actions vertes sont égales aux autres, mais dans un scénario sans transition, ne devrait-on pas considérer que la croissance des technologies vertes serait moindre? Alors, effectivement, je me suis peut-être mal exprimée. Mais en fait, dans notre scénario de référence, il n'y a pas de segmentation par secteur des prix. C'est-à-dire que l'hypothèse, enfin la CPR, pardon, a fait l'hypothèse que le cours des actions allait être le même suivant tous les secteurs d'activité. Donc en fait, dans les deux graphiques que j'ai montrés, je vais peut-être y revenir. En fait, je montre que le scénario baseline. Donc, il n'y a pas de notion de trois poches d'action, puisqu'en fait, c'est la même évolution du prix. Mais par contre, je vais le comparer aux poches segmentées des scénarios différents. Et donc, on voit qu'en fait, on va avoir une surcroissance du vert à partir du moment où on va avoir cette transition qui va être enclenchée. Alors, quelles sont les sources sur la projection du prix du carbone, slide 9? Qu'observe-t-on aujourd'hui? Y a-t-il une hausse des prix des actifs carbonés? Alors, donc la source, c'est la CPR, mais la CPR a repris les travaux du NGFS. Et donc, ce sont des projections par rapport au scénario climatique. Donc, je ne suis pas rentrée dans le détail dans le sens où on n'a pas forcément accès à tous les modèles qui ont été faits et qui ont permis de calibrer ça. Mais ça peut être, mais le PIB, l'inflation et les courbes des taux ont fortement été influencés par ces hypothèses. Y a-t-il une hausse des prix des actifs carbonés? Alors, dans les hypothèses qu'on a utilisées, non. Puisqu'on considère justement que si le prix du carbone va augmenter, alors les actifs qui vont dépendre justement des énergies fossiles, eh ben, elles vont devoir investir. Enfin, dans leurs matières premières, en tout cas, dépenser plus et donc faire moins de marge, et ce qui va influencer notamment sur l'évolution de leur prix des actions, et donc ça va le faire baisser, pour simplifier la réponse. Alors, question complémentaire. Dans ma compréhension, les analyses présentées se focalisent sur un acteur avec un fonds euro. Avez-vous réalisé des analyses similaires sur un acteur avec un portefeuille en unité de compte, pardon, pour lequel l'assureur est tributaire des choix réalisés par ses clients? Alors, non, et je pense que c'est tout l'objet aussi de mes limites. Je pense que ça serait intéressant d'intégrer des hypothèses au passif, et notamment à travers des modèles pointes au passif et de l'UC.
et notamment la loi Pacte qui aujourd'hui demande aux assureurs de proposer des fonds qui sont au moins un fonds qui est labellisé Finansol, Greenfin et Solidaire. Et donc, je pense que ça serait vraiment intéressant de pouvoir le faire, oui. Mais je ne l'ai pas intégré. Alors, oui, merci. Ok. Comment avez-vous procédé pour fixer l'allocation net vert brune à t égale 0? Avez-vous fait des sensibilités sur cette allocation afin de voir l'effet sur le ratio vif sur SCR? Alors, oui, j'ai fait des sensibilités, mais en tout cas, la démarche pour pouvoir fixer l'allocation, c'était de... Donc, je suis repartie de l'indice du CAC 40. J'ai regardé sur le marché, sur le marché de l'allocation des actions qu'un assureur vit sur son actif. Et en fait, en fonction de ces deux éléments, en segmentant finalement mon indice CAC 40, j'ai pris des entreprises qui avaient une pondération dans cet indice-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai déterminé déjà la part des entreprises dans chaque poche. Et ensuite, j'ai pu également, en fonction de ces parts-là, déterminer l'allocation à t égale 0. Et pour mes hypothèses à t égale 0 sur les taux de plus-value, j'ai regardé aussi pour chaque entreprise l'historique des prix ces dernières années et j'ai fait bouger aussi mes taux de plus-value en fonction de l'évolution sur le brun, le neutre et le vert. Alors, est-ce que j'ai des idées pour intégrer le risque de transition sur les actifs obligataires? Bien sûr. Euh, en fait, d'ailleurs, donc cette étude n'est pas complète, même si finalement j'ai quand même intégré les courbes des taux qui vont énormément influencer le comportement des obligations. Mais pour aller plus loin, ce qui aurait été intéressant de faire, c'est de pouvoir intégrer pour le risque de spread, donc risque de crédit, de défaut, à ces obligations. Donc, en fait, par exemple, si on avait pris des obligations souveraines, il aurait été intéressant, en fonction des politiques gouvernementales en termes de transition climatique, de ces obligations qui sont investies par l'assureur, de pouvoir leur attribuer un score de défaut. Et pour les obligations corporate, ce qui aurait été intéressant, c'est de procéder un peu de la même façon qu'on a fait pour les actions, c'est de pouvoir de faire une analyse par secteur de ces obligations corporate et en fonction de leur secteur, donc si elles dépendent ou pas des énergies fossiles, si ces obligations corporate sont alignées ou pas avec notre ambition climatique, et ben de leur affecter un spread. Alors, bonjour, merci pour la présentation. En termes d'action de management, est-ce qu'il n'est pas risqué d'attendre pour sortir des actions brunes dans le scénario Delayed Transition? Il n'y a pas de certitude sur la date à laquelle le marché action sanctionnera les actifs échoués. Alors oui, donc ça fait partie aussi des limites de l'étude, puisqu'en fait là, on connaît quand même l'environnement économique, puisqu'on a nos hypothèses des scénarios NGFS et donc de la CPR. Donc, bien sûr, aujourd'hui, c'est difficile pour l'assureur de savoir quantifier quand est-ce que c'est le bon moment de un peu moins investir. Sauf que tout le sens de la poche neutre, c'est de pouvoir avoir cet effet coussin que je montre, c'est que le neutre, comme il est peu sensible finalement au risque de transition, et que ce sont quand même des entreprises qui font partie de l'indice CAC 40, qui est un indice qui représente quand même la situation du cours de l'action en France, et qui est quand même aussi un indice qui n'est pas aujourd'hui aligné sur les scénarios climatiques. Et ben, comme ces entreprises-là, en fait, finalement, sont peu exposées au risque de transition, ça peut être une alternative pour augmenter sa part d'allocation dans ces entreprises. Alors, pourquoi les actions seraient-elles plus exposées au risque de transition? Euh, Parce que, alors, ça a été repris par le premier exercice de stress test de la CPR qui a finalement en 2020 vu que, après, à travers l'analyse des résultats, c'était les actions qui avaient perdu le plus de valeur et qui exposaient plus l'assureur. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce combat, mais c'est aussi parce que les actions, eh ben, elles sont un peu plus volatiles et même en termes de réglementation, on voit que l'action a un choc sur S2 qui est bien plus important que les autres actifs. Bonjour, avez-vous mesuré l'impact de la volatilité plus élevée sur les actions vertes?
Oui, alors, étant donné qu'en fait, mon étude, c'est quand même, elle est assez simplifiée, j'avais pas de portefeuille d'action d'un assureur, et donc j'ai dû vraiment plus proposer une démarche finalement que mon étude n'est pas forcément représentative en termes d'allocation et d'action que d'un assureur, même si finalement elle l'est parce que je prends l'exemple du CAC 40 et que le CAC 40, comme je l'ai dit tout à l'heure, représente quand même le marché. Mais finalement, cette volatilité des actions vertes a pu impacter euh, ma PVFP et autres. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faudrait s'accompagner de gestionnaires d'actifs pour être sûr d'investir dans des actions un peu plus fiables et moins volatiles. Donc, je n'ai pas pu développer cette étude dans mon mémoire. Bon, je vous remercie pour cette présentation. Est-ce que, in fine, votre étude est en phase avec les résultats de l'exercice stress test climatique de 2023? Alors, ils ont été publiés récemment, il y a quelques semaines. En fait, on n'est pas exactement sur la même démarche, puisque l'exercice pilote climatique, déjà, ils ont deux scénarios, court terme et long terme. Moi, je suis plus sur le long terme, et ils ont intégré des risques physiques, la santé, et donc plein de notions que moi, je n'ai pas forcément intégrées dans ma présentation. Donc, en fait, finalement, comparer mes résultats, c'est pas forcément... enfin, c'est pas forcément de sens à comparer mes résultats. Par contre, j'ai vu quand même que sur les variations des valeurs de marché des actifs, j'ai quand même des résultats qui sont similaires ben, du fait que j'ai quand même finalement utilisé ces stress tests pour pouvoir pallier à la problématique de connaissance du marché et du marché finalement jusqu'en 2050. On peut aussi supposer que l'assureur qui fait cette allocation dynamique aurait une collecte plus forte de la part des assurés, voyant comme positif l'engagement ESG de cet assureur vs les autres assureurs sur le marché. Ce qui obligerait alors cet assureur vertueux à investir ces nouveaux flux à l'avenir en 2030 et plus tard, et donc accélérer le phénomène vertueux de sortie du compartiment brun et de renforcement du compartiment vert. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, si on va intégrer sous S2 le risque de durabilité, c'est parce que il y a une notion aussi de sentiment du marché, de réputation de l'assureur, et donc ce sentiment du marché, c'est pour ça que l'argumentation exige beaucoup plus de transparence. Et donc, c'est pour ça que finalement, les assureurs vont être amenés à analyser leur score ESG, leur investissement. Et donc, ils vont devoir aussi faire attention au risque de réputation. Donc, oui, peut-être que ça pourrait attirer, si l'assureur est plus aligné sur les scénarios climatiques, effectivement, ça pourrait assurer plus, ça pourrait motiver plus d'assurés à investir chez cet assureur-là. Si le sentiment du marché est de vouloir investir sur des actifs qui sont verts, mais je pense que quand même, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même un couple performance-risque. Aujourd'hui, il faudrait peut-être intégrer le couple performance-risque et aussi durabilité. Mais ce qui intéresse d'abord un assuré, c'est de pouvoir avoir des taux servis qui vont être intéressants. Euh, donc, tout l'enjeu est là et c'est de pouvoir tester ça. Mais donc, c'était pas forcément l'enjeu de mon mémoire puisque je n'ai pas vraiment fait d'hypothèse au passif. Prenez-vous en compte les risques physiques à l'actif et si oui, comment? Alors, je ne l'ai pas pris en compte. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le risque, la notion de double matérialité. Donc, la notion de double matérialité, c'est à la fois l'investissement de l'assureur, donc comment lui, il va avoir un impact sur le réchauffement climatique, et en même temps, comment, à l'inverse, comment il va pouvoir financer et comment, pardon, la transition climatique va avoir un impact sur l'assureur. Donc, il y a le risque de transition, c'est-à-dire une perte de valeur de ses actifs.
Et le risque physique, là où on aurait pu l'intégrer à l'actif, c'est que finalement, si il investit dans des entreprises, des actions qui sont situées géographiquement dans des lieux qui vont être amenés à subir des catastrophes naturelles, je pense également à l'immobilier, par exemple, et donc elles vont perdre la valeur, en fait, ces actions, ces obligations, ces actifs, et donc peut-être que, à cause des risques physiques, l'actif de l'assureur va être exposé. Oui, des entreprises brunes aujourd'hui, mais qui annoncent des plans de transition. C'est vrai que on le voit aussi via l'outil Pacta que j'ai utilisé. L'outil Pacta prend en compte les plans de transition des entreprises. Aujourd'hui, je pénalise énormément les actions brunes parce que, par exemple, je ne vais pas citer les entreprises qui sont forcément dans ces poches-là, mais peut-être qu'aujourd'hui, elles sont loin d'être alignées avec les trajectoires climatiques. En revanche, il se peut que finalement, dans les prochaines années, elles soient plus en phase et elles mettent en place des actions pour ne plus avoir des scores ESG si pénalisants, ne plus avoir autant d'émissions de CO2, etc. Donc, c'est une possibilité, oui. Avez-vous déformé les volatilités implicites en cas de scénario désordonné? Alors, en fait, le scénario désordonné, dans mes volatilités implicites, je me suis juste basée finalement sur la volatilité implicite via l'extraction Bloomberg. Et en fait, j'ai utilisé ces mêmes volatilités pour les scénarios, considérant que finalement, mes courbes des taux qui sont mis dans mon GSE, donc les courbes des taux, c'est les hypothèses assez paires. On a des courbes des taux euh, pour chaque année de projection et suivant les scénarios. Donc, pour moi, elles allaient influencer mes actions. Et puis, je pense qu'aussi mes hypothèses en monde réel, dans l'étape 1 de ma modélisation, prend en compte l'impact en fait du scénario désordonné. Merci pour la présentation. Est-il possible d'étendre cette étude aux actions qui ne font pas partie du CAC 40 ou qui n'ont pas une notation ESG? Oui. Moi, je n'avais pas vraiment de portefeuille en fait d'un assureur à disposition, mais il pourrait enfin, ce serait possible de aller pour les investissements d'un assureur, procéder à ce genre d'études en regardant en fonction des investissements les critères de durabilité et si l'assureur finalement investit dans des actifs qui sont alignés ou pas. Voilà, j'ai pas d'autres questions. Je pense que nous avons terminé. Il est 13h25. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation et n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante. Belle journée et au revoir.